À l'aube, sur l'autoroute qui relie Accra à Lagos, les phares des camions s'étendent à perte de vue. Conteneurs, bus interurbains, taxis collectifs, chaque nuit, des milliers de véhicules transportent marchandises, travailleurs et espoirs le long de cette ligne côtière. Savez-vous pourquoi la côte ouest africaine attire aujourd'hui l'attention des investisseurs ? Là où certains voient une simple ligne de côte, d'autres pressentent le futur centre de gravité économique du monde. Sur seulement 1000 km de côte, à peine la distance entre Paris et Barcelone, se profile l'un des corridors urbains les plus prometteurs du monde. Et ce n'est que le début. Selon les projections des Nations Unies, l'Afrique pourrait compter près de 3,9 milliards d'habitants d'ici 2100, soit près de 40% de la population mondiale. Et ce chiffre change tout. Une grande partie de cette croissance se concentrera dans les villes. Et nulle part elle ne semble aussi spectaculaire que sur cette bande côtière. 5 pays, des dizaines de millions d'habitants, une seule trajectoire, l'ascension. Du Nigeria au Ghana, en passant par le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une simple côte ni un alignement de villes. En d'autres termes, c'est une véritable bascule géoéconomique. Chaque nuit, les lumières de Lagos, Accra et Abidjan s'allument presque en continu le long de l'océan Atlantique, comme une chaîne de villes qui ne cesse de s'étendre. Pour Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, une Afrique bien connectée sera une Afrique plus compétitive. Pour dynamiser le commerce, réduire les coûts de transport et intégrer nos économies, il est indispensable d'investir dans des corridors régionaux. Demain, cette bande côtière pourrait rivaliser avec le delta de la rivière des Perles en Chine ou la côte nord-est des États-Unis. Imaginez, à titre de comparaison, Berlin et Rome, séparés par une distance similaire, échangent chaque année plus de 170 milliards de dollars de marchandises. Entre Lagos et Abidjan, ce commerce reste embryonnaire, révélant un potentiel gigantesque à exploiter. Cette ligne côtière est un laboratoire où se construit la ville africaine de demain. Ici, la ville s'érige brique par brique, conteneur par conteneur, défiant toutes les idées reçues. Ce qui se joue dépasse largement le cadre régional. Il est question d'influence, de puissance et d'avenir. L'Afrique de l'Ouest façonne son premier corridor urbain intégré et sa réussite dépendra de sa capacité à transformer une croissance démographique massive en force productive. Mais une promesse seule ne suffit pas. Alors, assistons-nous seulement à la croissance de quelques villes, ou sommes-nous témoins de la naissance de la ligne la plus puissante du XXIe siècle ? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait redéfinir votre vision de l'Afrique et du futur mondial. Bienvenue sur We Emerge, le meilleur endroit pour s'inspirer et faire la différence. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est parti. Longtemps ignorée, la côte ouest africaine s'impose aujourd'hui comme l'un des nouveaux épicentres du monde urbain. En 1960, l'Afrique subsaharienne comptait 230 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle dépasse le milliard et sa population croît 3 fois plus vite que la moyenne mondiale. D'ici 2050, le corridor Abidjan-Lagos pourrait compter près de 173 millions d'habitants. Imaginez presque la population de la Russie sur 1000 km de côte. Une densité qui en ferait l'une des zones les plus peuplées de la planète. Pour de nombreux chercheurs, cette zone est déjà en train de devenir une mégalopole. C'est-à-dire une vaste région urbaine continue où plusieurs métropoles finissent par se rejoindre. Sur certaines portions de la côte, l'urbanisation est déjà presque continue sur plus de 500 km, reliant progressivement Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou et Lagos dans un même espace urbain en expansion. Le terme mégapole a d'abord été utilisé dans les années 1950 pour décrire le corridor urbain entre Washington DC et Boston aux États-Unis, avant d'être appliqué à d'autres régions géantes comme l'axe Tokyo-Osaka au Japon. Le moteur, le vrai moteur, la démographie,
Le corridor Abidjan-Lagos accueille déjà plus de 30 millions d'habitants et pourrait dépasser les 50 millions d'ici 2050. La métropole nigériane à elle seule absorbe près de 5000 nouveaux arrivants chaque jour et là, tout s'accélère, illustrant la vitesse spectaculaire de cette urbanisation. À Lagos, cette croissance se ressent immédiatement dans les rues. Aux heures de pointe, certaines autoroutes se transforment en parkings géants. Bus bondés, motos qui zigzaguent entre les voitures, vendeurs ambulants qui proposent de l'eau entre les files de véhicules. L'embouteillage devient un paysage quotidien. Pour beaucoup d'habitants, traverser la ville peut prendre plusieurs heures. Certains arrivent en bus depuis le nord du Nigeria. D'autres débarquent à la gare routière de Ojota avec une valise et une adresse griffonnée sur un papier. Beaucoup viennent chercher du travail et une place dans la plus grande ville d'Afrique de l'Ouest. Et voici un chiffre saisissant des Nations Unies. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, 7 jeunes sur 10 ont moins de 30 ans. Faisant de l'Afrique la région la plus jeune du monde, si cette côte formait un seul pays, elle serait déjà l'un des marchés les plus dynamiques du monde. Mais attention, cette croissance ne se résume pas à une accumulation de chiffres. Elle se manifeste dans le paysage urbain lui-même, une urbanisation diffuse, souvent incrémentale, où les habitants construisent la ville progressivement. Des dépôts de ciment, des quincailleries, des petites boutiques, la ville se construit sous nos yeux. Selon Astrid Haas, économiste et co-auteur d'un rapport sur l'urbanisation en Afrique, l'urbanisation est la méga-tendance qui redessine le continent africain. Aucun pays ne s'est développé sans un plan urbain solide. Et pourtant, à l'échelle mondiale, cette dynamique rappelle celle des grands corridors urbains. Le nord-est des États-Unis, entre New York et Boston, rassemble environ 22 millions d'habitants sur 700 km. Le corridor Tokyo-Osaka en compte plus de 80 millions sur 500 km. Le constat est clair, Abidjan-Lagos suit désormais une trajectoire comparable, mais avec une particularité majeure. La croissance y est plus rapide, tandis que la planification urbaine reste encore en construction. Pour les observateurs et investisseurs visionnaires, ignorer cette transformation reviendrait à passer à côté d'une opportunité historique. Selon le journaliste et universitaire Howard W. French, l'Afrique est désormais l'un des moteurs majeurs de l'urbanisation mondiale, et c'est le long de cette côte que se dessinent certaines des mutations urbaines les plus importantes du XXIe siècle. Cette transformation oblige à repenser une idée encore répandue, celle d'une Afrique peu urbanisée. Dakar, Lagos, Accra ou Abidjan incarnent déjà cette Afrique urbaine en pleine expansion. Mais derrière ces métropoles visibles, une multitude de capitales et de villes secondaires moins familières participent à cette transformation. Nouakchott, Cotonou, Ouagadougou, Koumassi ou Kano. Certaines restent largement méconnues. C'est le cas de Onitsha, qui avec près de 8,5 millions d'habitants, constitue aujourd'hui l'une des plus vastes zones urbaines du continent, derrière le Caire et Lagos, dans le gigantesque marché d'Onitsha, considéré comme l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Des milliers de commerçants échangent chaque jour textiles, électroniques ou pièces automobiles. Ici, l'économie urbaine fonctionne presque sans interruption. Pour accompagner cette activité commerciale intense, plusieurs villes modernisent également leurs marchés. À Cotonou, 9 nouveaux marchés urbains ont été construits afin d'offrir de meilleures infrastructures sanitaires et logistiques aux commerçants, dont une grande majorité sont des femmes qui font vivre l'économie quotidienne. L'un des meilleurs exemples est l'ancien marché d'Antokpa, dont les commerçants ont été transférés vers le nouveau marché PK3. Auparavant, le marché s'étendait sur près de 18 hectares, le long des rives du lac Nokwe. Il comptait parmi les plus grands marchés à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest et, selon les estimations, générait plus d'1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires quotidien. Ensemble, ces villes dessinent la carte d'une Afrique urbaine, vibrante, complexe et en pleine mutation. Et c'est précisément le long de cette côte,
entre Abidjan et Lagos que cette transformation prend aujourd'hui sa forme la plus spectaculaire. Comment cette population en croissance alimente-t-elle la machine urbaine ? Si la démographie est le moteur, l'économie en est le carburant. Le corridor Abidjan-Lagos représente à lui seul plus de la moitié du produit intérieur brut de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, soit environ 371 milliards de dollars. Certains économistes estiment même que cette bande côtière concentre près de 75% de l'activité économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré ce potentiel énorme, le commerce entre Lagos et Abidjan reste encore limité. À peine 2 milliards, contre 170 milliards pour Berlin-Rome. Ce paradoxe s'explique en partie par la structure économique de la région. La richesse provient encore largement des échanges commerciaux, des activités portuaires et des services. Elle est davantage réinvestie dans l'immobilier et le foncier que dans l'industrialisation, créant un lien étroit entre urbanisation rapide et dynamique économique. À l'échelle régionale, les décideurs commencent à raisonner non plus ville par ville, mais adoptent désormais une approche à l'échelle du corridor. Pour les bailleurs de fonds, cette approche, inspirée des grandes régions métropolitaines mondiales, facilite la coordination des investissements et renforce l'intégration économique entre les pays de la CEDEAO. C'est dans cette logique que prennent forme plusieurs projets d'infrastructures majeurs. L'un des plus emblématiques est l'autoroute Abidjan-Lagos, plus de 1028 km, 6 voies et 63 échangeurs pour un investissement estimé à 15 milliards de dollars. Cet axe stratégique vise à relier 5 économies nationales et à fluidifier le transport régional. À terme, le trafic pourrait atteindre entre 25 000 et 60 000 véhicules par jour d'ici 2040. D'autres infrastructures s'inscrivent dans cette dynamique, comme le Lagos Badagry Expressway, partie intégrante du projet Trans-West African Coastal Highway, soutenu par la Banque africaine de développement. À terme, cet axe doit relier Lagos à Dakar et structurer toute la façade ouest-africaine. Ces infrastructures, bien que d'abord économiques, produisent déjà des effets spatiaux visibles, favorisant l'extension de villes secondaires et la création d'axes routiers stratégiques. Et quand une telle transformation s'accélère, le capital ne tarde jamais à suivre. Cette zone côtière fonctionne désormais comme une immense machine logistique. En 2024, le port autonome d'Abidjan a traité près de 38 millions de tonnes de marchandises. Celui de Lomé dépasse les 32 millions. Les flux augmentent rapidement. Le trafic de fret progresse de 8% à 10% par an. Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de marchandises transitent sur cet axe, accompagnés de 5 millions de véhicules et des volumes journaliers de 10 000 à 30 000 véhicules. Mais cette dynamique reste freinée par des obstacles structurels. Un camion peut encore passer jusqu'à 52 heures au poste frontière, transformant un trajet de 1000 km en un voyage pouvant durer près de 10 jours. Imaginez la scène à la frontière de Sem Border, il n'est pas rare de voir des dizaines de camions alignés sur plusieurs kilomètres. Certains transportent du riz, d'autres du ciment ou des produits manufacturés destinés aux marchés voisins. Les chauffeurs attendent parfois des jours dans leur cabine, cuisinant sur de petits réchauds improvisés au bord de la route en attendant les formalités douanières. Et ce n'est qu'une partie du défi. Sur certaines routes de la région, chauffeurs et voyageurs doivent également composer avec de nombreux barrages routiers. Officiellement destinés à contrôler la sécurité, ils se transforment parfois en points d'extorsion informels qui ralentissent encore davantage les déplacements. Une situation paradoxale pour un axe qui dessert près de 200 millions de personnes dans 5 pays, dont environ 35 millions dans les grandes métropoles directement connectées. Et pourtant, malgré ces obstacles, une réalité plus discrète se dessine, une intégration de facto. Chaque jour, des millions de personnes traversent les frontières. Des marchandises circulent, des économies s'entrelacent, souvent plus vite que les politiques publiques elles-mêmes. Autrement dit, le corridor fonctionne déjà comme un système intégré, même si les institutions peinent encore à suivre.
Cette dynamique logistique s'accompagne aussi de projets industriels de très grande ampleur. Au Ghana, les autorités ont lancé à Joromo, près de la frontière ivoirienne, l'un des projets énergétiques les plus gigantesques du continent. Un Petroleum Hub destiné à transformer le pays en centre régional de raffinage et de pétrochimie. Prévu sur plus de 8000 hectares, ce complexe aurait une capacité totale de près de 900 000 barils par jour, soit davantage que la nouvelle raffinerie géante développée au Nigeria par l'industriel Aliko Dangote. Si ce projet voit pleinement le jour, il pourrait transformer la façade ouest-africaine en l'un des principaux pôles énergétiques du continent et renforcer encore le rôle stratégique de la ligne côtière Abidjan-Lagos dans l'économie régionale. Mais construire ces infrastructures représente également un défi financier. Les États africains empruntent souvent à des taux compris entre 7% et 12%, bien supérieurs à la moyenne mondiale, ce qui augmente fortement le coût des routes, des ports et des corridors logistiques. Comme le rappelle Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement, la dette n'est pas un mal en soi, c'est le coût de l'endettement qui pose problème. Cette question est désormais au cœur du débat économique africain. En 2025, lors d'une conférence organisée à Lomé par l'Union africaine, dirigeants et experts ont souligné la nécessité de réformer l'architecture financière internationale afin de mieux répondre aux besoins d'infrastructures du continent. Transformer la ligne Abidjan-Lagos en véritable corridor économique intégré représente donc bien plus qu'un projet régional. C'est un pari stratégique pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest et peut-être l'un des grands chantiers urbains du XXIe siècle. Dans ce contexte, la zone de libre-échange continentale africaine pourrait jouer un rôle décisif. Son objectif ? Stimuler le commerce intra-africain, réduire les barrières et accélérer l'intégration économique. Mais pour fonctionner pleinement, elle dépendra d'infrastructures efficaces. Routes, ports, corridors logistiques. Sans eux, l'intégration restera théorique. Aujourd'hui, les villes ouest-africaines ne sont plus seulement des lieux de croissance. Elles sont devenues de véritables terrains d'opération. Bailleurs de fonds, élites politico-commerciales, fonds d'investissement, majors du BTP et cabinets internationaux convergent vers ces métropoles en pleine transformation. Les chefs d'État se posent en bâtisseurs. Les institutions financières soutiennent des projets dits résilients et les entreprises cherchent de nouveaux marchés. Ce mouvement n'a rien d'un hasard. Quand les marchés ralentissent en Occident, le capital cherche ailleurs de nouveaux horizons. En Afrique de l'Ouest, les grues apparaissent désormais du centre-ville jusqu'aux périphéries. Dans ce contexte, l'Afrique apparaît pour beaucoup comme la dernière frontière du capitalisme mondial. Les villes deviennent des extensions directes de la mondialisation. À Accra et Lagos, centres commerciaux, résidences fermées et quartiers d'affaires se multiplient. Lagos compterait aujourd'hui près de 12 000 millionnaires. Tandis qu'une classe moyenne en expansion devient la cible des programmes de logements sociaux et des nouveaux projets immobiliers. À côté, les quartiers informels persistent, révélant un paysage urbain profondément contrasté. Dans cette dynamique, un matériau devient un indicateur économique inattendu. Le ciment. Sa consommation par habitant reste encore bien inférieure à celle des économies industrialisées, ce qui témoigne d'un potentiel considérable pour la construction et les infrastructures. Mais cette ruée vers l'urbanisation pose une question essentielle, celle de la gouvernance. Les métropoles ouest-africaines fonctionnent souvent sur une superposition d'échelles, municipale, nationale, régionale et internationale. Les politiques de décentralisation engagées dans les années 1990 ont parfois créé des chevauchements de compétences qui ralentissent la mise en œuvre des projets. La croissance urbaine progresse rapidement. Les institutions, elles, s'adaptent plus lentement. Pour tenter d'y répondre, plusieurs villes ont élaboré des stratégies de développement à l'horizon 2030, comme celles portées par les autorités métropolitaines de Cotonou, Lagos, Accra ou Lomé. Cependant, ces plans restent souvent conçus à l'échelle de chaque ville.
alors même que la dynamique urbaine dépasse désormais largement les frontières municipales. Le corridor, c'est un réseau, mais la planification, elle, est encore éclatée. Beaucoup de ces plans sont conçus par des cabinets internationaux, à partir de modèles urbains pensés pour des villes qui semblent plus stables. Mais sur cette côte, la croissance va souvent plus vite que les projections, si bien que certains projets apparaissent déjà dépassés au moment même de leur mise en œuvre. Le résultat est une multiplication de grands projets localisés, développés sur des territoires spécifiques plutôt qu'à l'échelle du système métropolitain dans son ensemble. Peu à peu, une nouvelle manière de construire la ville s'impose, des projets d'exception, spectaculaires et ambitieux, mais parfois éloignés des réalités quotidiennes des habitants. Mais construire une ville, ce n'est pas seulement poser des routes et des ponts, il peut aussi s'agir de créer des vitrines du futur. Dans ce contexte, la ville ouest-africaine se transforme à travers une multiplication de grands projets urbains. Au cœur de territoires souvent marqués par la pauvreté, ces métropoles deviennent de véritables marchés de capitaux où circulent des investissements de plusieurs milliards de dollars. Pour être compétitive et attirer les financements internationaux, la ville africaine de demain doit être innovante, durable et technologiquement avancée. Les dirigeants s'inspirent donc de modèles urbains venus d'ailleurs. Au Bénin, par exemple, le président Patrice Talon, élu en 2016, a lancé une série de 45 projets structurants, dont plusieurs consacrés à l'aménagement urbain, infrastructures routières, programmes d'assainissement, logements sociaux et création d'une ville nouvelle, baptisée Sémé City. Mais le temps politique impose sa cadence. Avec un mandat présidentiel limité à 5 ans, les gouvernements cherchent à accélérer l'exécution des projets. Pour contourner la lenteur administrative, Talon crée des agences dirigées par des Béninois formés à l'étranger, soutenus par des cabinets internationaux. Certaines zones urbaines deviennent ainsi de véritables territoires vitrines, pilotés par l'État et les investisseurs hors du contrôle des élus ou des ONG. Cette approche rappelle celle de plusieurs méga-projets à travers le continent, comme Eco-Atlantic à Lagos, Konza Technopolis au Kenya ou encore Kilamba New City en Angola. Depuis la digue d'Eco-Atlantic, les gratte-ciel émergent face à l'océan Atlantique. Derrière eux, la mégapole de Lagos s'étend à perte de vue. Ce qui frappe toutefois sur cette ligne de côte, c'est le contraste saisissant entre ces projets futuristes et leur environnement immédiat. Au milieu de quartiers informels, des tours de verre, des infrastructures modernes et des quartiers d'affaires émergent parfois comme des îlots futuristes, comme si Singapour avait été transplanté sur la côte ouest africaine. Au Bénin, Sémé City, situé à quelques kilomètres de la frontière nigériane, vise à accueillir 200 000 étudiants et entrepreneurs. Un projet pensé avec le groupe singapourien Surbana Jurong, déjà actif à Kigali. Les modèles urbains circulent désormais à l'échelle globale. Ce qui se construit à Singapour influence Cotonou. Mais attention, ces projets restent pour l'instant des vitrines destinées aux élites et aux investisseurs. Ils ciblent principalement les élites économiques et certains territoires stratégiques. Le contraste est saisissant. Des initiatives comme Eco-Atlantic ou Hope City à Accra deviennent ainsi des symboles de modernité destinés à attirer capitaux et investisseurs. La réalité urbaine reste toutefois plus complexe. La ville africaine évolue désormais sur 2 temporalités. D'un côté, l'exception planifiée incarnée par ces méga-projets spectaculaires. De l'autre, une urbanisation quotidienne construite progressivement dans les quartiers populaires. C'est dans cette tension que se joue l'avenir du corridor Abidjan-Lagos. Derrière les maquettes et les images de synthèse, la ville réelle continue de s'étendre, créant un paysage urbain hybride. Futuriste ici, organique là. La ville vit sur 2 tempos, et c'est là que se joue l'avenir. Partout le long de cette ligne côtière, les transformations urbaines sont déjà bien visibles. À Abidjan, les projets s'enchaînent, depuis les ponts qui traversent la lagune jusqu'au quartier en expansion vers Bangerville, la ville avance rapidement. Grues, routes en chantier, nouvelles infrastructures, tout indique une métropole en pleine accélération. Mais Abidjan ne se développe plus seul.
Elle s'inscrit désormais dans un projet bien plus vaste, un axe régional de plus de 1000 km reliant Lagos en passant par Accra, Lomé et Cotonou. Un projet soutenu notamment par la Banque africaine de développement qui pourrait devenir la véritable colonne vertébrale économique de la région. Abidjan ne suit plus la croissance, elle l'anticipe. À l'échelle nationale, plusieurs projets structurants accompagnent cette dynamique. Un métro urbain de 18 stations pour désengorger la ville, édification de la Tour F, la future plus grande tour d'Afrique, l'extension de l'aéroport international, la modernisation du port d'Abidjan, déjà l'un des plus actifs de la région, un programme ambitieux de 150 000 logements sociaux, l'émergence de nouveaux pôles urbains vers Bingerville. Abidjan n'est plus seulement une ville, elle devient un hub régional, un point de convergence, un carrefour de flux, une porte d'entrée vers toute l'Afrique de l'Ouest. À Lagos, la pression démographique continue de s'intensifier. En quelques décennies, la ville a connu une croissance vertigineuse. Sa population a été multipliée par près de 40 depuis l'indépendance du Nigeria. La métropole pourrait dépasser 24 millions d'habitants d'ici 2035. Chaque jour, environ 5000 personnes arrivent. Bus interurbains, taxis collectifs, des populations venues de tout le pays. Absorbe tout. Mais Lagos n'est pas seulement une ville en expansion. C'est un laboratoire urbain. Aux heures de pointe, certaines routes deviennent des parkings géants. Des vendeurs circulent entre les voitures, les motos zigzaguent dans un flux continu. Et pourtant, au milieu de ce chaos organisé, des projets futuristes émergent, comme Echo Atlantic. Une ville construite sur la mer, 10 km² gagnés sur l'océan, des millions de tonnes de sable, une digue de 8,5 km, la grande muraille de Lagos. Objectif, attirer investisseurs, entreprises, élites économiques. Mais Lagos regarde aussi vers le futur. Côté mobilité, le projet de métro, notamment la Blue Line, vise à fluidifier les déplacements dans une ville congestionnée. Pensé depuis des décennies, il commence enfin à devenir réalité. Lagos incarne tous les paradoxes du corridor, ultramoderne et informelle, puissante et sous pression. Lagos n'est pas seulement une ville, c'est une énergie. Le Togo pourrait sembler coincé, mais c'est justement cette position qui fait sa force. Depuis Accra, quelques heures de route suffisent. Et à la frontière, le contraste est immédiat. Passage rapide, formalités simplifiées, entrée directe dans la ville. Avec seulement 31 km de façade maritime, le Togo est l'un des pays les plus étroits de la région. Mais cette contrainte est devenue un avantage stratégique. Le pays s'est progressivement imposé comme un hub logistique régional. Au cœur de cette stratégie, le port de Lomé. Dimensionné bien au-delà des besoins nationaux, il alimente non seulement le marché local, mais aussi les économies voisines. Dans un environnement régional parfois instable, le Togo mise sur une logistique efficace, une électricité relativement fiable, un Internet performant. Résultat, une attractivité croissante pour les flux commerciaux. À seulement quelques dizaines de kilomètres de Lomé, la ville de Cotonou joue une autre partition, mais tout aussi stratégique. Située à moins de 80 km de Lagos, la ville est un point de passage clé entre océan et lagune. Aujourd'hui, elle compte environ 700 000 habitants. Mais à long terme, elle pourrait dépasser les 5 millions. Pour accompagner cette transformation, plusieurs projets structurants du gouvernement sont en cours. Modernisation du port autonome, nouveau terminal logistique de 20 hectares, amélioration des accès et des infrastructures. Objectif, rester compétitif dans un corridor de plus en plus concurrentiel. Le gouvernement a également lancé la construction d'un centre des affaires maritimes face au port de Cotonou afin de regrouper les administrations et les acteurs logistiques au même endroit. L'objectif est d'accélérer les procédures portuaires et de renforcer l'efficacité de la chaîne commerciale régionale.
Pour tenter de désengorger la ville, la construction d'un contournement routier d'environ 37 km doit permettre d'éviter que l'ensemble du trafic traverse le centre de Cotonou, notamment pour les milliers de travailleurs venant chaque jour des périphéries comme Abomey-Calavi. En parallèle, Cotonou investit aussi dans sa résilience. Protection côtière contre l'érosion, développement numérique, expansion immobilière. La ville cherche à changer de statut de simple porte d'entrée à acteur central du corridor. À Accra, la dynamique est différente, mais tout aussi puissante. La ville déborde de ses frontières. Elle s'étend le long de la côte, intégrant progressivement Takoradi, Sekondi et surtout Kassoa. À Kassoa, à une trentaine de kilomètres d'Accra, la transformation est spectaculaire. Dans les années 1980, à peine 3000 habitants. Aujourd'hui, près d'un demi-million. Depuis un pont qui surplombe l'autoroute côtière, on distingue une ville qui s'étend dans toutes les directions. Maisons de ciment inachevées, routes encombrées, étals improvisés et vendeurs ambulants. De nouveaux quartiers apparaissent parfois avant même que les routes, l'eau ou l'électricité ne soient pleinement installées. Ici, l'urbanisation va plus vite que la planification. Chaque année, des milliers de familles viennent s'y installer, attirées par des terrains moins chers, les loyers accessibles et la proximité de la capitale. Ici, la ville ne pousse pas vers le ciel comme à Shanghai ou Dubaï. Elle s'étale à perte de vue. Mais pendant que cette ville organique s'étend, le centre d'Accra évolue dans une autre direction. Projets immobiliers haut de gamme, front de mer modernisé, tours résidentielles, quartiers d'affaires, deux villes coexistent. Une ville planifiée tournée vers les investisseurs. Une ville construite au quotidien par ses habitants. Face à cette pression démographique croissante, les autorités ghanéennes envisagent désormais des solutions plus radicales. En 2025, le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé un projet de nouvelle ville destiné à désengorger Accra. Celle-ci pourrait être construite sur la plaine d'Accra autour de Bundas et s'étendre sur 3 régions. Le Grand Accra, l'Est et la Volta, et être reliée à la capitale par une autoroute et une ligne ferroviaire. De plus, un projet de ferry côtier vise à relier Lagos, Cotonou, Lomé, Accra et Abidjan afin de transporter passagers, marchandises et véhicules et ainsi désengorger l'axe routier. Peu à peu, cette ligne côtière cesse de se développer ville par ville. Elle commence à fonctionner comme un système métropolitain intégré où grands projets d'infrastructures et constructions plus modestes coexistent. Chaque habitant invente sa ville à sa façon, car l'urbanisation dans cette région est largement incrémentale. Les habitants construisent leurs maisons progressivement, brique après brique, selon leurs moyens. Mais cette urbanisation progressive s'accompagne aussi d'une forte expansion des quartiers informels. Selon un rapport publié en 2025 par le Ghana Statistical Service, près de 30% de la population du Ghana, soit environ 4,8 millions de personnes, vivent dans des logements informels. Dans certains quartiers d'Accra, les ruelles étroites serpentent entre des maisons de tôle ou de ciment, où l'eau et l'électricité sont parfois partagées entre plusieurs familles. Les parcelles deviennent des chantiers qui s'étalent parfois sur plusieurs années, chaque maison représentant à la fois un statut social et un ancrage durable dans la ville. Le long du corridor, les dépôts de ciment et les quincailleries se multiplient, témoignant d'une urbanisation qui précède souvent la planification officielle. Mais ces fragilités ne sont pas uniquement contemporaines. Elles s'inscrivent aussi dans une histoire plus profonde. Le corridor Abidjan-Lagos reste marqué par des héritages coloniaux divergents. D'un côté, les pays marqués par la colonisation française, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. De l'autre, les anciennes colonies britanniques, le Ghana et le Nigeria. 2 traditions administratives, 2 cultures économiques et parfois des visions différentes du développement. Et surtout, 2 systèmes monétaires. D'un côté, le franc CFA, de l'autre, des monnaies nationales indépendantes. Mais cette division monétaire pourrait bientôt commencer à évoluer. La CEDEAO a réaffirmé son projet de lancer l'ECO, une monnaie unique ouest-africaine en 2027. Si ce projet se concrétise, l'ECO pourrait transformer le paysage monétaire de la région et donner au corridor Abidjan-Lagos une nouvelle dimension économique et monétaire.
la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo utilisent le franc CFA. Le franc CFA, instauré en 1945 dans le cadre des accords de Bretton Woods, structure encore aujourd'hui une large partie de l'économie régionale. Il est géré en Afrique de l'Ouest par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et repose sur une parité fixe avec l'euro. 1 euro égale 655,96 francs CFA. Cette stabilité rassure les investisseurs, elle facilite les échanges, elle limite les crises monétaires, mais elle a aussi un revers. Certains économistes, comme Demba Moussa Dembélé, estiment que ce système limite la compétitivité des exportations, favorise les importations, freine l'industrialisation locale. En d'autres termes, stabilité, mais dépendance. Cependant, l'histoire montre qu'un corridor démographique ne devient pas automatiquement un centre de puissance. Entre 2000 et 2018, la croissance annuelle moyenne en Afrique subsaharienne était de 4,5%. Pourtant, le PIB par habitant n'a progressé que de 1,7%. Environ 62% de cette croissance a été absorbée par la pression démographique. Autrement dit, la population augmente plus vite que la productivité. Dans plusieurs villes du corridor, l'urbanisation reste encore partiellement non planifiée. Les inondations récurrentes dans certains quartiers d'Abidjan illustrent les limites des infrastructures face à la pression foncière. En 2024, le district a ainsi créé une brigade de 295 agents chargés de lutter contre le désordre urbain et de réguler l'occupation des espaces publics. Signe que la gouvernance tente de rattraper une urbanisation extrêmement rapide. Les urbanistes soulignent également une série de défis majeurs: surpopulation, extension des quartiers informels, chômage urbain élevé, services publics saturés et vulnérabilité croissante face au changement climatique. Parallèlement, les économies régionales demeurent largement dépendantes des matières premières, le pétrole au Nigeria, le cacao en Côte d'Ivoire, l'or au Ghana. Sans industrialisation, sans coordination régionale, sans gouvernance efficace, cette densité pourrait devenir un risque. Comme le souligne l'urbaniste Daniel Hoornweg, si cette région se développe efficacement, elle deviendra bien plus que la somme de ses villes. Mais si elle se développe mal, une immense partie de son potentiel économique pourrait être perdue. Car ce qui se joue ici dépasse largement l'Afrique de l'Ouest. Le corridor Abidjan-Lagos pourrait bien représenter l'une des grandes transformations urbaines du XXIe siècle. Certains chercheurs estiment même que, d'ici la fin du siècle, cette bande côtière pourrait devenir la plus grande zone de peuplement continu au monde avec près d'un demi-milliard d'habitants. Entre les tours de verre d'Écho Atlantique et les quartiers informels d'Agbok-Blochi, ce territoire révèle tout le paradoxe de la région. Une capacité impressionnante à produire de la richesse, mais aussi de la fragilité. Observer le corridor Abidjan-Lagos aujourd'hui, c'est être témoin de la naissance d'une mégalopole qui pourrait définir le XXIe siècle. Le futur urbain se dessine ici sous nos yeux. Pour les investisseurs, les urbanistes et les décideurs, comprendre cette transformation n'est plus seulement une question régionale. C'est peut-être une façon d'anticiper l'une des grandes mutations urbaines du XXIe siècle. D'autres méga-régions urbaines émergent également sur le continent. Autour de Caïro et Alexandria en Égypte, entre Johannesburg et Pretoria en Afrique du Sud, ou encore dans le hub des Grands Lacs entre Nairobi et Kampala. L'Afrique connaît la croissance urbaine la plus rapide au monde. D'ici 2035, plus de 50 villes dépasseront 5 millions d'habitants et plusieurs corridors urbains rivaliseront avec des mégalopoles mondiales. Si le XXe siècle a eu la Silicon Valley, le XXIe pourrait bien avoir la ligne Abidjan-Lagos, une mégalopole capable de redéfinir l'équilibre du monde.